Chapitre 5 J'ai vendu mon âme. Notre équipe de 11 hommes passa 6 jours à Jakarta, au cours desquels nous nous sommes enregistrés à l'ambassade américaine, avons rencontré divers personnages officiels, organisé notre séjour et trouvé le temps de nous prélasser autour de la piscine de l'hôtel. J'étais étonné du grand nombre d'Américains qui logeaient à l'Intercontinental. J'avais du plaisir à observer les belles jeunes femmes, épouses des directeurs de compagnies pétrolières et de construction américaines, qui passaient leur journée à la piscine et leurs soirées dans l'un des restaurants huppés de l'hôtel ou des environs. Charlie emmena l'équipe dans la ville de montagne de Bandung. Il y régnait un climat plus doux qu'à Jakarta. La pauvreté y était moins visible et les distractions y étaient moins nombreuses. On nous fournit une maison de pension gouvernementale appelée Wisma, comportant les services d'une gérante, d'un cuisinier, d'un jardinier et d'une équipe de domestiques. Il s'agissait d'un refuge construit pendant la période coloniale hollandaise. De la spacieuse véranda, on voyait des plantations de thé s'étendant dans les collines et sur les flancs des volcans de Java. En plus du logement, on nous fournit 11 véhicules tout-terrain, Toyota, avec chauffeur et interprète. Enfin, on nous donna des cartes de membres du club select de golf et de tennis de Bandung, puis on nous logea dans une suite de bureaux de la succursale locale de la Perusahaan Umum Listrik Negara, entre parenthèses PLN, la compagnie de services électriques publics gérée par le gouvernement. Au cours des premiers jours, il me fallut rencontrer à quelques reprises Charlie et Howard Parker. Charlie, un septuagénaire, était l'ex-chef pronostiqueur de charge du New England Electronic System. Son travail consistait à prévoir la quantité d'énergie et la capacité de production, entre parenthèses la charge, dont aurait besoin l'île de Java au cours des 25 années suivantes, ainsi qu'à intégrer ces données dans les pronostics municipaux et régionaux. Puisque la demande d'électricité était étroitement liée à la croissance économique, ces pronostics dépendaient de mes projections économiques. Le reste de l'équipe développait la stratégie globale en fonction de ces pronostics, localisant et concevant les centrales électriques, les lignes de transmission et de distribution, ainsi que les systèmes de transport de combustible, de manière à satisfaire le plus efficacement possible à nos projections. Lors de nos rencontres, Charlie ne cessa d'insister sur l'importance de mon rôle, me disant à plusieurs reprises que mes pronostics devaient absolument être très optimistes. Claudine avait raison. J'occupais une position clé dans cette stratégie. Pendant les premières semaines, il s'agit de recueillir des données, m'expliqua Charlie. Nous étions assis, lui, Howard et moi, sur de grosses chaises de rotin dans son luxueux bureau privé. Les murs étaient décorés de batik illustrant des passages du Ramayana, un très vieux poème épique sanskrit. Charlie fumait un énorme cigare. Les ingénieurs vont tracer un tableau détaillé du système électrique actuel, ainsi que des capacités portuaires, routières et ferroviaires. Il pointa son cigare vers moi. Tu devras agir rapidement. Dès la fin du premier mois, Howard aura besoin d'avoir une très bonne idée de l'ampleur des miracles économiques qui se produiront quand le nouveau réseau sera installé. À la fin du deuxième mois, il aura besoin de détails spécifiques sur les régions. Pendant le dernier mois, on s'occupera de combler les vides. Ce sera crucial. Nous y mettrons ensemble tous nos efforts. Ainsi, il faut qu'en repartant, nous soyons absolument certains de posséder toute l'information dont nous aurons besoin. Je veux que nous rentrions au pays pour l'action de grâce. Nous ne reviendrons pas ici. Bien qu'il eût l'air d'un gentil grand-père, Howard était en réalité un vieil homme amer, qui considérait que la vie avait été injuste à son endroit. Il n'avait jamais atteint le sommet de la hiérarchie du New England Electric System, et il en nourrissait du ressentiment. On m'a écarté parce que j'avais refusé d'entériner la ligne de conduite de la compagnie, m'a-t-il répété souvent. On l'avait forcé à prendre sa retraite. Ne pouvant supporter de rester à la maison avec son épouse, il avait accepté un emploi de consultant à Maine. Il en était à sa deuxième mission. Et autant Einar que Charlie m'avaient prévenu de me méfier de lui car c'était, disait-il, un homme entêté, mesquin et vindicatif. Il s'avéra toutefois que Howard fut l'un de mes plus sages professeurs, bien que je ne fusse nullement prêt à l'admettre à ce moment-là. Il n'avait jamais bénéficié du genre d'entraînement que Claudine m'avait dispensé. Je présume qu'on le considérait comme trop vieux ou peut-être trop têtu. Ou peut-être ne devait-il jouer qu'un rôle temporaire en attendant que l'on déniche un permanent plus docile. Quoi qu'il en soit, il était problématique pour eux. Ils voyaient très clairement la situation et refusaient d'être un pion.
Tous les adjectifs utilisés par Einar et Charlie pour le décrire étaient appropriés, mais son entêtement était dû au moins partiellement à sa volonté de ne pas leur obéir servilement. Je doute qu'il ait jamais entendu l'expression « assassin financier », mais il savait très bien qu'il désirait l'utiliser pour promouvoir une forme d'impérialisme qu'il ne pouvait accepter. Après l'une de nos rencontres avec Charlie, il me prit à part. Il portait un appareil auditif et il en régla le volume au moyen de la petite boîte placée sous sa chemise. « Ceci doit rester entre nous, » me dit-il à voix basse. Debout près de la fenêtre du bureau que nous partagions, nous regardions le canal stagnant qui serpentait près de l'édifice de la PLN. Une jeune femme se baignait dans ses eaux infectes, vêtue uniquement d'un sarong lâchement enroulé autour de son corps pour conserver un semblant de pudeur. Ils vont tenter de te convaincre que l'économie de ce pays va monter en flèche, me dit-il. Charlie est impitoyable. Ne te laisse pas avoir par eux. Ces paroles me bouleversèrent, mais en même temps, elles m'incitèrent à le contredire. Ma carrière ne dépendait-elle pas de mon obéissance à mes patrons de Maine ? Bien sûr que l'économie va grimper, dis-je en regardant la jeune femme qui se baignait dans le canal. C'est inévitable. Il murmura alors, tout à fait indifférent à la scène qui se déroulait sous nos yeux. Donc, tu as déjà acheté leur salade. Un mouvement attira soudain mon attention sur le canal. Un vieillard était descendu de la berge, avait enlevé son pantalon et s'était accroupi dans l'eau pour répondre à l'appel de la nature. La jeune femme l'aperçut, mais elle n'en fit aucun cas et continua à se baigner. Je tournai le dos à la fenêtre et fixai Howard dans les yeux. « J'ai fait du chemin, lui dis-je. Je sais que je suis jeune, mais je viens de passer 3 ans en Amérique du Sud. J'ai vu ce qui se produit quand on découvre du pétrole. La situation change rapidement. »« Oh, moi aussi j'ai fait du chemin, » répliqua-t-il d'un ton moqueur. « Pendant de nombreuses années. Je vais te dire une chose, jeune homme. Je me fous complètement de vos découvertes pétrolières et de tout le reste. J'ai pronostiqué les charges d'électricité pendant toute ma vie. La dépression des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, des périodes de prospérité comme des périodes de crise. J'ai vu les effets qu'a eu sur Boston la route 128, ce prétendu miracle du Massachusetts. Et je peux dire que jamais une charge électrique n'a connu un accroissement soutenu de plus de 7 à 9 dollars en un an. Et ça, c'était dans le meilleur des cas. Plus couramment, l'accroissement était de 6 dollars. Je le regardais en me disant qu'il avait peut-être raison, mais j'étais sur la défensive. Je devais tenter de le convaincre qu'il avait tort, car ma propre conscience avait grandement besoin d'une justification. « Howard, l'Indonésie n'est pas Boston. Jusqu'à maintenant, dans ce pays, personne ne pouvait avoir de l'électricité. La situation est très différente. » Il me tourna le dos en faisant un geste de la main qui m'envoyait au diable. « Vas-y, grogna-t-il, vends ton âme. Je me fiche de ce que tu inventeras. » Il tira la chaise de son bureau et s'y laissa choir. « Je vais baser mes pronostics d'électricité sur ce que je crois et non sur une étude économique fantaisiste. » Il prit alors son crayon et commença à griffonner sur son bloc-notes. Ne pouvant ignorer le défi qu'il venait de me lancer, j'allais me planter devant son bureau. « Vous aurez l'air bien stupide si je prédis ce à quoi tout le monde s'attend, c'est-à-dire un boom de l'ampleur de celui qui fut causé par la ruée vers l'or en Californie, et que vous pronostiquez une croissance électrique d'un taux comparable à celui de Boston dans les années 60. » Il laissa tomber son crayon et me fixa. « Sans scrupule, voilà ce que vous êtes. » Désignant d'un geste vague les autres bureaux se trouvant dans l'édifice, il s'écria. « Vous avez tous vendu votre âme au diable. Seul l'argent vous intéresse. » Puis feignant un sourire, il mit la main sous sa chemise et me dit « Je ferme mon appareil et je continue à travailler. » Extrêmement choqué, je sortis rapidement de ce bureau pour me diriger vers celui de Charlie. Je m'arrêtai toutefois à mi-chemin, incertain de ce que j'allais faire. Je me retournai et descendis plutôt l'escalier pour aller dehors, dans la lumière de l'après-midi. La jeune femme sortait du canal, enserrée dans son sarong. Le vieillard avait disparu. Quelques jeunes garçons jouaient dans l'eau, criant et s'arrosant les uns les autres. Une femme d'âge moyen, dans l'eau jusqu'aux genoux, se brossait les dents, tandis qu'une autre lavait des vêtements. J'avais une boule dans la gorge. Je m'assis sur un bloc de béton endommagé, en essayant d'ignorer l'odeur fétide du canal. J'avais du mal à réprimer mes larmes. J'essayais de comprendre pourquoi j'étais si malheureux. « Seul l'argent vous intéresse. » Ces mots de Howard résonnaient sans cesse dans ma tête. Ils m'avaient piqué au vif. Les garçonnets continuaient à s'asperger en poussant des cris joyeux. Je me demandais ce que je devais faire.
Que me manquait-il pour devenir aussi insouciant qu'eux? Cette question me hantait, tandis que je les regardais s'amuser en toute innocence, apparemment inconscients du risque qu'ils prenaient ainsi en jouant dans l'eau polluée. Un vieillard bossu, s'appuyant sur une canne noueuse, s'avançait en boitillant sur la berge surplombant le canal. Il s'arrêta pour regarder les garçonnets, le visage fendu par un sourire édenté. Peut-être que si je me confiais à Howard, nous trouverions ensemble une solution. Je me sentis immédiatement soulagé. Je lançai un caillou dans le canal. Mon euphorie disparut toutefois aussi rapidement que les ondulations de l'eau. Je ne pouvais pas faire ça. Howard était vieux et aigri. Il avait déjà laissé passer des occasions d'avancement. Il ne céderait pas. Moi, j'étais jeune, je débutais, et je ne voulais certainement pas finir comme lui. Plongeant mon regard dans l'eau de ce canal putride, je revis en pensée l'école privée du New Hampshire où j'avais passé mes vacances pendant que les autres garçons allaient à leur bal de débutants. La dure réalité s'imposait peu à peu à mon esprit. Je ne pouvais me confier à personne. Ce soir-là, dans mon lit, je pensais longuement à tous les gens qui faisaient partie de ma vie. Howard, Charlie, Claudine, Anne, Einar, l'oncle Frank, en me demandant ce que serait mon existence si je ne les avais jamais rencontrés. Où vivrais-je? Sûrement pas en Indonésie. Je m'interrogeais aussi sur mon avenir. Je soupesais la décision qu'il me fallait prendre. Charlie avait été clair. Il s'attendait que Howard et moi lui fournissions un taux de croissance d'au moins 17 $ par an. Quel genre de pronostic allais-je produire? Il me vint soudain une pensée qui me réconforta. Mais pourquoi donc ne m'en étais-je pas rendu compte plus tôt? La décision ne m'appartenait pas. Howard m'avait dit qu'il ferait ce qu'il considérait comme correct, quelles que soient mes conclusions. Je satisferais mes patrons en leur présentant un pronostic économique optimiste, et il prendrait sa propre décision de son côté. Mon travail n'affecterait aucunement la stratégie globale. Tout le monde soulignait l'importance de mon rôle, mais ils avaient tort. Soulagé d'un énorme fardeau, je sombrai dans un sommeil profond. Quelques jours plus tard, Howard fut atteint d'une maladie amibienne et transporté à l'hôpital des missionnaires catholiques. Le médecin lui prescrivit des médicaments et lui recommanda fortement de retourner aussitôt aux États-Unis. Howard nous assura qu'il possédait déjà toutes les données dont il avait besoin et qu'il pourrait facilement compléter son pronostic de charge à Boston. Il me quitta en me réitérant son avertissement précédent. « Inutile de gonfler les chiffres, me dit-il. Je ne participerai pas à cette supercherie, quoi que vous disiez sur les miracles de la croissance économique.